J'ai toujours su que mes parents préféraient mon frère cadet, Sam. Il était l'enfant prodige. Toujours déjà, capitaine de l'équipe de football, charmant et charismatique, le genre de fils qu'il exhibait comme un trophée. Moi, j'étais plus discret, plus créatif. J'écrivais de la poésie, je peignais, et j'avais même remporté la 2e place dans un concours national de nouvelles, mais il n'avait jamais pris la peine d'encadrer le certificat. Ce n'est que de l'écriture, avait dit mon père. Pas quelque chose de réel comme ce que fait Samedi. J'avais appris à ne pas attendre d'applaudissements de leur part. Mais rien ne m'avait préparé au jour où ils décidèrent que mon mariage ne valait pas la peine de se montrer. Ma fiancée, Julian, était tout ce que j'avais toujours espéré. Gentil, intelligent, patient, et quelqu'un qui aimait les parties de moi que mes parents n'avaient jamais remarquées. Nous nous étions rencontrés à l'école doctorale, tous deux poursuivant nos rêves sans avoir besoin d'applaudissements. Il était là pour moi à chaque dîner de famille où j'étais invisible, à chaque fête où mes cadeaux semblaient être une simple arrière-pensée, et à chaque instant où je me demandais si je serais un jour assez. Quand nous nous sommes fiancés, j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, espérant au moins une trace de joie. Mais la réponse de ma mère fut: « Oh, c'est bientôt. Tu es sûr ? » Et mon père s'était contenté de marmonner quelque chose sur le fait qu'il espérait que je ne serais pas trop émotive le grand jour. Nous avions envoyé les invitations. Nous avions même organisé une navette depuis leur ville jusqu'au lieu de la cérémonie, pour que le trajet ne soit pas une excuse. Je me souviens encore les avoir appelés une semaine avant pour confirmer les détails. Ma mère resta évasive, disant qu'elle devait vérifier son agenda. C'était le même ton qu'elle avait utilisé quand je l'avais invitée à ma remise de diplôme universitaire. Elle n'y était pas venue non plus. Puis vint le jour du mariage. Tout était magnifique. Le soleil chaud traversant les vitraux de la chapelle. La musique flottant dans l'air. Julian me regardant comme si j'étais la seule personne qui comptait. Mes amis étaient là. Sa famille aussi. Les chaises de mes parents, elles, restaient vides. J'ai essayé de ne pas laisser cela gâcher l'instant. J'ai essayé de me concentrer sur la main de Julian serrant la mienne pendant que nous échangions nos vues. Mais quand la réception commença et que je vis Sam publier des stories Instagram d'un barbecue dans le jardin de mes parents grillades, rire, même le chien portant un chapeau de fête, quelque chose s'est brisé en moi. Je quittai la réception un moment et sortis. Le ciel était peint de crépuscule, une brise douce effleurant mon visage. Julian me rejoignit et dit doucement: « Ce sont eux qui ratent tout ça ? » J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien pu dire. Pas encore. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que je n'étais pas blessée, mais parce que j'avais appris depuis longtemps à ne pas leur donner ce genre de pouvoir. Au lieu de cela, j'ai fait un choix. Ce soir-là, après le départ des invités et alors que Julian et moi étions seuls dans notre petite suite d'hôtel, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit: « Ils ne feront pas partie de notre avenir, à moins de le mériter. » Il m'a embrassé sur le front et a répondu: « Je suis avec toi. Quoi que tu décides. » Les semaines passèrent. Aucune excuse ne vint. Aucun appel, juste le silence. Jusqu'à ce qu'un soir, 2 mois après le mariage, je leur rende visite. Non pas par pardon, mais parce que j'avais besoin de savoir pourquoi. Je m'assis face à eux, à la table de la cuisine, et demandai: « Pourquoi n'êtes-vous pas venu ? » Ma mère but une gorgée de thé, haussa les épaules et dit: « Nous pensions que c'était plutôt quelque chose d'intime, rien de formel. Et puis, Sam était en ville. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas été tous ensemble. » Alors mon père ricana et lança: « Allons, ne sois pas si sensible. Ce n'était pas comme si c'était un mariage royal. Nous viendrons au prochain, s'il y en a un. » Il éclata de rire. Maman rit aussi. C'est à cet instant que je compris qu'il s'était installé en moi quelque chose de plus profond que la déception. C'était le détachement. Il n'avait pas seulement manqué mon mariage.
Il s'était moqué de ma douleur. Et je me promis ce jour-là que s'il avait un jour besoin de moi, vraiment besoin de moi, je me souviendrais de ce moment. Je n'eus pas longtemps à attendre. Une année entière passa. Pas un seul appel de leur part. Pas même un message pour mon anniversaire. Pas même quand Julien fut hospitalisé une semaine pour une appendicite. Pas même quand je publiai mon premier article dans une revue nationale. Juste le silence. Le même silence qui avait résonné dans les bancs le jour où j'avais dit « oui » devant des gens qui, eux, m'aimaient vraiment. Cela me faisait mal, profondément. Mais je canalisais chaque once de cette douleur pour bâtir une vie qui n'avait pas besoin de leurs applaudissements. Puis, un froid matin de janvier, un message arriva. « Ta mère a été diagnostiquée. » C'était ma cousine qui écrivait. « Cancer des ovaires, stade 2. » Elle ne voulait pas te le dire, mais j'ai pensé que tu devrais savoir. Je ne savais pas quoi faire de cette nouvelle. Elle restait ma mère, mais étais-je encore sa fille? Je laissai passer une semaine, puis une autre. Jusqu'à ce qu'un mardi pluvieux, Julien s'assoie à côté de moi et me dise doucement. Si tu y vas, fais-le pour toi. Pas pour eux. Pas pour réparer ce qu'ils l'ont brisé. Juste pour que tu ne portes jamais le regret de t'être demandé et si. Alors j'y allai. La maison me sembla plus petite que dans mes souvenirs, plus terne. Le jardin qu'elle entretenait autrefois avec tant de soin était sec et envahi. Je sonnai, incertaine même de ce que je voulais dire. Mon père ouvrit la porte. Pendant un instant, il me regarda comme si j'étais un fantôme. Entre, finit-il par marmonner, en s'écartant. Je la vis sur le canapé, amaigrie, les cheveux déjà clairsemés, couverte d'une couverture en laine. Elle leva les yeux, et une lueur traversa son regard. Pas vraiment du remords, pas vraiment de la joie. Plutôt quelque chose qui ressemblait à de la surprise. Je ne t'attendais pas, dit-elle. J'acquiesçai. Moi non plus, je ne m'attendais pas à venir. Elle baissa les yeux. Tu as toujours eu un cœur fort? Pas d'excuses. Pas de chaleur. Juste une remarque passive. Mais cette fois, je ne me suis pas rétrécie. Je suis venue parce que j'avais besoin de tourner la page, dis-je, ma voix calme mais ferme. Parce que j'ai besoin de dire les choses que vous n'avez jamais eu le courage de dire. Je m'assis en face d'elle. Vous avez ri quand je vous ai demandé pourquoi vous aviez manqué mon mariage. Savez-vous ce que j'ai ressenti? Comme si je mendiais des miettes d'affection auprès des personnes censées être le socle de ma vie. Elle détourna le regard, ses doigts tremblant légèrement. Vous avez tout donné à Sam parce qu'il était bruyant, flamboyant, charismatique. Mais vous n'avez jamais pris le temps de voir votre fille, celle qui passait des nuits blanches à écrire, qui payait ses propres cours, qui se tenait debout toute seule pendant que vous poursuiviez la réussite de quelqu'un d'autre. Une larme coula sur sa joue. Elle ne l'essuya pas. Je ne suis plus en colère, continuai-je. Je suis juste triste. Triste pour la version de moi qui a attendu que vous la remarquiez, et triste pour la version de vous qui ne comprendra peut-être jamais ce que vous avez perdu. Silence. Quand je me levai pour partir, elle tendit faiblement la main et effleura la mienne. Je ne sais pas comment réparer ça, murmura-t-elle. Vous ne le pouvez pas, répondis-je doucement. Vous apprenez simplement à vivre avec les conséquences de vos choix. Comme moi. Je sortis de la maison plus légère que je ne l'avais jamais été. Non pas parce que quelque chose avait été guéri, mais parce que j'avais enfin cessé d'espérer qu'ils deviennent les parents dont j'avais eu besoin autrefois. 3 mois plus tard, ils reprirent contact. Nous avons besoin d'aide pour les factures de l'hôpital, écrivit mon père. Tout ce que tu pourrais faire signifierait beaucoup. Cette fois, je ne répondis pas immédiatement. Je laissai le message reposer un moment, puis j'ouvris ma boîte mail et leur envoyai une réponse simple. Vous aviez besoin de moi quand j'étais enfant. Vous avez choisi de ne pas être là.
Aujourd'hui, vous avez encore besoin de moi, mais j'ai construit une vie sans vous. Je vous souhaite la paix, mais je ne vais pas me sacrifier pour vous réchauffer. Je cliquai sur envoyer. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la clarté. Celle qui naît quand on comprend enfin que le pardon ne signifie pas toujours la réconciliation. Que l'amour, pour être réel, doit être réciproque. Et que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire, c'est de s'éloigner sans amertume, mais avec un respect de soi ferme et inébranlable. Des années plus tard, je donnais une conférence TED. Je me tins sur scène, devant des centaines de personnes, racontant l'histoire d'une fille qui avait fleuri sans eau, qui s'était plantée dans le béton et avait pourtant trouvé le moyen de grandir, qui avait appris que l'absence d'amour ne signifiait pas l'absence de valeur. Et, au dernier rang, Julien était assis, souriant comme il l'avait toujours fait lorsque je réussissais. Non pas à cause de ceux qui m'applaudissaient, mais parce que j'avais enfin appris à m'applaudir moi-même. Et lorsque je descendis de cette scène, sous une ovation debout, je compris que je n'avais jamais eu besoin de leur validation. J'avais seulement besoin de ma propre voix. Et désormais, c'était le monde entier qui l'écoutait.